Bon, et bien voilà, je vous l'avais promis dans l'épisode de la semaine dernière qu'aujourd'hui on allait parler d'injonction. Dans cet épisode, ce qu'on va voir ensemble, c'est pourquoi est-ce que la majorité des entrepreneurs sont des menteurs. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, contrairement à tout ce qu'on essaie de vous faire croire, lancer un business en ligne, être entrepreneur et même faire des formations n'est absolument pas fait pour tout le monde. Pourquoi est-ce que vous n'êtes absolument pas obligé de travailler plus dur pour réussir? Pourquoi la stratégie parfaite n'existe pas, même si on essaye à chaque fois de vous faire croire le contraire. Bref, aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ensemble, finalement, les injonctions business les plus connues, répandues, et pourquoi est-ce que aujourd'hui vous devez y prêter énormément d'attention. Avant d'entrer directement dans le vif du sujet et de parler de chacune de ces injonctions, c'est important de déterminer qu'est-ce qu'une injonction et qu'est-ce qu'on entend par les injonctions business. En fait, une injonction, il y en a deux principales. Il y a ce qu'on appelle les injonctions explicites et les injonctions implicites. Pour faire simple, une injonction, c'est quelque chose qui est considéré dans la vie, par la société, par le commun des mortels, on va dire, comme étant une norme. Les injonctions peuvent prendre différentes formes. Ça peut être une injonction donc explicite, du type « travaille dur si tu veux réussir », tu dois respecter certaines règles. On peut avoir aussi il faut bien souffrir pour gagner sa vie. Donc ça, c'est tout ce qui tourne au business. Il y a des injonctions dans toutes les thématiques. Faut souffrir pour être beau, faut souffrir pour être belle. Donc tous ces trucs-là, des sortes de, entre guillemets, citations, sont ce qu'on appelle des injonctions explicites. De l'autre côté, et elles sont sans doute beaucoup plus dangereuses, on a les injonctions implicites. Une injonction implicite, c'est la même idée, c'est-à-dire c'est une injonction, c'est quelque chose qui est considéré par la majorité des gens comme étant une norme, comme quelque chose qui doit être réalisé, fait ou appliqué, mais qui va pas forcément être explicite, c'est-à-dire on va pas forcément le dire ou le répéter, mais ça peut être une injonction de par les actions, de par les choses qu'on va mettre en place. Exemple, tout le monde poste sur Instagram tous les jours, donc vous devez faire la même chose. Les entrepreneurs à succès travaillent 80 heures par semaine, donc si vous voulez être un entrepreneur à succès, vous devez aussi travailler 80 heures par semaine. Donc ça, c'est les différents types d'injonctions qui existent. Et le souci que j'ai avec les injonctions, notamment les injonctions business, c'est quoi ? C'est qu'elles nous imposent une norme unique. Elles nous imposent une façon de penser unique, une norme unique. Les injonctions nous font croire qu'il existe qu'une seule et unique façon de faire les choses, parfois de réussir, parfois de gagner de l'argent, parfois de créer du contenu, parfois, bref, ce que vous voulez, alors que, spoiler, il n'y en a pas. Comme tout dans la vie, il n'y a rien d'unique, il n'y a pas qu'une seule façon de faire, de voir, de sentir les choses, et c'est la raison pour laquelle dans cet épisode, je voulais revenir avec vous sur les injonctions business les plus répandues. Ça peut être encore une fois explicite ou implicite. Pourquoi ces injonctions, à mon sens, ne sont pas vraies ? Pourquoi vous devez y faire absolument attention ? Première injonction, la formation en ligne, c'est fait pour tout le monde. Alors c'est une injonction qui est à la fois implicite, parce qu'on voit beaucoup de personnes lancer des formations en ligne, donc on se dit ok, si autant de gens lancent des formations en ligne, c'est que c'est fait pour tout le monde, mais en même temps c'est très explicite, notamment explicite de par les gens qui vendent ce business model et qui vous disent que n'importe qui peut être formateur en ligne, ce qui est absolument faux. C'est faux pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il y a une dissonance énormissime, et croyez-moi, qui fait de la formation depuis 8 ans bientôt, il y a une différence énorme entre l'image qu'on se fait de la formation, l'image qu'on se fait du formateur, des formations en ligne, du business de formation et la réalité qui en découle. Il faut savoir que monter un business de formation, c'est pas juste gagner de l'argent passivement. C'est ce qu'on essaye de vous vendre sur Internet. Pourquoi ? Parce que ça marche. On vous fait croire que vous êtes formateur en ligne, ça y est, vous n'avez plus besoin de travailler de votre vie, l'argent il tombe du ciel comme ça, comme par magie, vous recevez des virements tous les jours, alors qu'en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Vous pouvez gagner votre vie avec de la formation en ligne, vous pouvez très bien gagner votre vie, mais ça veut pas dire que c'est bon, vous êtes relax et vous n'avez absolument rien à faire et que le jeu est terminé. Donc en fait, il y a beaucoup de personnes qui se mangent très rapidement cette désillusion du travail passif, de l'argent passif. Et ça, c'est le premier point auquel il faut faire très attention. Si demain, vous voulez vous lancer à la formation en ligne, c'est un métier à part entière.
c'est un métier comme d'autres métiers, et ça ne veut pas dire que vous allez gagner de l'argent sans rien faire. Maintenant, ce n'est pas le seul sujet. Il y a d'autres sujets qui, moi, à mon sens, sont même plus importants. Deuxième sujet, deuxième élément auquel il faut faire gaffe quand il s'agit de ce truc de formation en ligne, c'est l'appétence et les compétences que ça requiert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde ne peut pas monter un business de formation en ligne de par l'appétence et les compétences que ça nécessite. Être formateur, c'est quoi ? C'est arriver à trouver les problématiques de notre audience, arriver à condenser des solutions innovantes, des solutions différentes et packager tout ça de façon pédagogique. Et c'est le terme. Donc oui, ça peut s'apprendre évidemment. Moi, au début, à l'époque, quand j'ai commencé à vendre des formations, j'étais pas du tout pédagogue. Mais faut faire extrêmement attention à ça. C'est que demain, si vous n'avez pas ces compétences-là, si vous n'avez pas ces appétences-là, va falloir les développer. Et autre sujet qui va au-delà, c'est aussi une question de business model et d'envie. Beaucoup de personnes rêvent du statut de formateur, de formatrice, du statut de vendeur de formation en ligne, mais dans la réalité des faits, beaucoup de personnes, et moi je l'ai vu parce que j'ai formé des centaines de gens à créer et lancer des formations en ligne, j'ai beaucoup de mon entourage, beaucoup de personnes que je connais qui ont aussi lancé des formations, et parfois certaines personnes se sont mangé le mur de se dire « mais en fait je ne m'attendais pas du tout à ça comme quotidien, et je ne m'attendais pas du tout à ça comme business model ». En fait tu te rends compte que tu passes tes journées derrière ton ordi, en fonction évidemment du type de formation que tu vends, mais en fait ton quotidien quand tu es formateur, c'est de créer du contenu, d'attirer du trafic, de créer des formations et de les vendre. Moi, à titre perso, j'adore. J'adore le challenge que c'est de créer des formations, j'adore le challenge que c'est de trouver des solutions innovantes à des problèmes, j'adore créer du contenu, j'adore lancer des produits, donc j'adore tout ça. Si vous n'aimez pas la pédagogie, structurez vos idées, parlez, parce que les formations aujourd'hui, ces vidéos, il faut parler, il faut faire expliquer aux gens, former les gens, ça va être compliqué de devenir un bon formateur, une bonne formatrice. Et évidemment, il y a plein de sujets dont on pourrait parler. Le sujet du business model, parce que le métier de formateur, surtout quand vous êtes indépendant au début, quand vous n'avez pas d'équipe, vous êtes tout seul, vous créez des trucs de votre côté, vous parlez quasiment jamais avec vos clients. Enfin, si vous adorez le côté relationnel, si vous adorez le côté coaching, j'aide les gens, je discute avec eux, je leur donne des conseils précis sur leurs problématiques, faut pas être formateur, faut être coach, faut être consultant, faut être dans le one-to-one. Donc, faut vraiment mettre le doigt sur cette injonction. Le métier de formateur n'est pas fait pour tout le monde. Il a des particularités, il a beaucoup d'avantages, il a beaucoup d'inconvénients. C'est fait pour un certain type de personnes. C'est encore une fois un truc que vous devez comprendre. Et quand vous arrivez justement à avoir cette compréhension globale de tout ce que ça englobe, d'être formateur, de lancer des formations en ligne, eh bien là, vous pourrez prendre les bonnes décisions. Donc si ça réussit, si ça vous plaît, on va dire, tant mieux, vous allez dans cette direction. Si vous vous rendez compte que finalement, ce côté, je bosse tout seul, je suis de mon côté, je parle quasi jamais avec mes clients, etc., ça vous plaît pas, vous essayez d'adapter ou les produits que vous lancez, ou vous faites plutôt un business de freelance, ou vous montez un autre business. Donc, c'est la première injonction qui me paraissait importante. Deuxième injonction, qui est mon injonction favorite, puisque c'est celle que j'aime le plus démonter, c'est l'injonction du travail. Il faut travailler dur pour réussir, il faut travailler dur pour obtenir plus de résultats. Alors, cette injonction, il faut la prendre à 2 niveaux différents. On va la prendre au premier niveau. Le premier niveau, c'est le niveau quand vous vous lancez. Okay ? Le niveau quand vous vous lancez, c'est un niveau particulier. Parce que, à mon sens, quand vous vous lancez, c'est évident qu'il faut fournir plus d'efforts pour réussir. C'est évident que quand vous vous lancez, que vous avez un métier à côté, que vous avez des obligations, ou que sais-je, que vous vous lancez vraiment de zéro, vous n'avez pas de compétences, pas d'audience, rien, vous avez absolument rien. Comme moi, je me suis lancé en 2017. Là, oui, forcément, vous ne pouvez pas vous contenter de bosser 2 heures par jour ou 3 heures par jour, parce que vous n'avez pas les systèmes en place, vous ne vous connaissez pas, vous n'y connaissez rien à votre thématique, vous n'avez aucun effet levier. Moi, je travaillais déjà à l'usine 8 heures par jour, donc forcément, même si je bossais que, entre guillemets, 2 ou 3 heures par jour sur mon business, ça me faisait des journées de 11 heures. Donc oui, au début,
vous devez passer par là. Au début, il faut serrer un peu les dents. Il faut travailler un petit peu plus que ce qu'on aimerait potentiellement travailler dans notre vie. Maintenant, on atteint très rapidement le deuxième niveau. Ce deuxième niveau, c'est un niveau dans lequel vous êtes 100% indépendant. C'est-à-dire, ok, vous gagnez votre vie, vous êtes indépendant, vous n'avez plus besoin d'un deuxième métier, d'un travail supplémentaire, etc. Là, ça y est, vous êtes à votre compte, vous êtes 100% focalisé sur votre business. À partir de ce deuxième niveau, quand vous commencez à voir justement de l'effet levier sur votre temps, de l'effet levier sur le fait que vous puissiez investir toute votre énergie, votre charge mentale, etc. dans votre business, à partir de ce moment-là, vos efforts, votre quantité de travail, votre quantité de souffrance n'est plus corrélée aux résultats que vous obtenez. Il faut vraiment le comprendre. Il y a deux choses qui sont importantes à comprendre sur ce sujet-là. Premier, c'est le temps de travail et le temps de focus. Je connais beaucoup d'entrepreneurs, 9 entrepreneurs sur 10, qui travaillent énormément en termes d'heures, mais qui travaillent très mal. Des gens qui me disent, Tony, moi je bosse 7-8 heures par jour. T'imagines pas, en ce moment je fais que bosser et tout. Et quand je leur dis, ok, mais c'est quoi ce que tu fais au quotidien, c'est quoi les tâches que tu accomplis, et puis je me rends compte qu'à la fin de la journée, il n'y a pas grand chose qui a été fait. Et c'est les mêmes entrepreneurs qui me répondent en l'espace de 10 secondes quand je leur envoie un message sur WhatsApp à 14h de l'après-midi. Parce que c'est des gens qui ont les notifications activées, qui ont tout le temps leur boîte mail ouverte, qui bossent avec un autre écran à droite où il y a une série, et puis ils sont au téléphone avec un copain, et je sais pas. Mais il y a vraiment aucun niveau de concentration dans leur activité quotidienne. Et le problème, c'est qu'on a cette impression de travailler beaucoup, et oui c'est le cas parce qu'on travaille beaucoup en termes de temps, mais notre travail ne vaut quasiment rien, parce qu'il n'est pas intense. Donc ça, c'est le premier truc auquel il faut faire gaffe, et qui explique en fait que travailler plus longtemps, ça n'a rien à voir avec le fait d'obtenir plus de résultats. Et le deuxième sujet, c'est la valeur de vos tâches. Il faut comprendre que dans votre business, vous pouvez classer vos tâches de 0 à 10. 10, ce sont les tâches les plus importantes. Pas les tâches qu'on s'imagine importantes, les tâches qui ont le plus d'impact dans les résultats qu'on obtient dans notre business. Je répète, 10, c'est les tâches qui ont le plus d'impact dans les résultats que vous obtenez dans votre business. Et vous devez prendre le temps de classer ces tâches de 0 à 10 pour comprendre en fait que passer 1 heure sur une tâche qui vaut 0, qui apporte rien dans votre business, ça n'aura pas le même impact que passer 1 heure sur une tâche qui vous apporte 10, qui est évaluée à 10. Et encore une fois, très souvent, les personnes arrivent mal, jugent mal en fait, la répartition des tâches dans leur quotidien. Ce qui font que ces personnes-là, malheureusement, parfois travaillent beaucoup, mais sur les mauvaises tâches. C'est ce qui fait qu'on a finalement très peu de résultats. Donc, le sujet de la productivité, c'est un sujet à part entière, évidemment, que j'adore. Je vous mettrai un petit truc, une petite surprise que je vous réserve juste en dessous dans la description. Allez regarder ça si ça vous intéresse. Et si vous voulez, en 2025, augmenter votre productivité. Mais en tout cas, c'est une deuxième injonction qui est importante à comprendre, puisque si vous ne vous séparez pas de cette injonction, vous allez continuer à croire que pour faire perdurer votre business, faire croître votre business et le développer, vous devez sans cesse travailler plus longtemps et plus dur. Sauf que vous le savez, dans une journée, il y a 24 heures. Elon Musk, je prends cet exemple parce que c'est l'homme le plus riche du monde, eh bien, il n'est pas devenu l'homme le plus riche du monde en bossant plus de 24 heures par jour. C'est-à-dire que vous comprenez bien qu'il y a une limite qu'on ne peut pas franchir. Et si vous, aujourd'hui, vous estimez que pour aller au-delà, il faut franchir cette limite, bien, ça, c'est la preuve que ce n'est pas le cas. Troisième injonction qui nous vient des Anglais. Fake it until you make it. Donc, qui veut dire en français, fais-le croire jusqu'à ce que tu y arrives. En gros, c'est cette idée de vous dire, ok, vous allez faire croire aux gens que vous êtes capable de faire quelque chose jusqu'à ce que vous y arrivez réellement. Et j'ai du mal avec cette injonction parce que il y a une partie de moi qui me dit, elle est intéressante pour les gens qui manquent de confiance en eux, pour les gens qui ont quelques blocages psychologiques sur le fait de, je sais pas, créer du contenu, sur le fait de prendre la parole en public, sur plein de choses. Donc, dans ce sens, dans le fait de vous mentir à vous-même pour oser faire quelque chose, je trouve que c'est une citation, une injonction qui est intéressante. Le problème,
Le problème, c'est que la majorité des gens qui utilisent cette injonction, fake it until you make it, ne le font pas pour se mentir à eux, mais le font pour mentir à leur audience. Et ce qu'ils font en général, c'est qu'ils font croire qu'ils ont réussi à faire quelque chose pour vendre un élément qui traite de ce sujet-là. Et une fois qu'ils ont vendu cet élément, eh bien ça y est, ils ont enfin réussi à prouver qu'en fait leur mensonge était réel. Je vous donne un exemple typique. Je suis coach business, j'ai jamais gagné d'argent sur Internet, et je vais dire aux gens que finalement je vais les aider à développer leur business. Sauf qu'en fait, moi j'ai jamais développé le mien. Donc je fake it. Et en fait, j'aide des gens, et puis ces gens-là, finalement, en leur vendant mes prestations, mes formations, mes machins, mes trucs, j'ai réussi à gagner de l'argent. Et vu que j'ai gagné de l'argent, en fait, ce que je fakeais avant, fait que j'expliquais aux gens comment monter un business alors que je n'avais moi-même même pas monté de business, maintenant c'est réel. Puisque j'ai réussi à gagner de l'argent en expliquant aux gens comment monter un business alors que moi-même je n'en avais pas monté. C'est un exemple typique qu'on voit très souvent dans le business en ligne, mais il n'y a pas que dans cette thématique-là. Maintenant, pourquoi est-ce que ça me dérange ? Ça me dérange pas réellement le fait que les gens fassent ça. Je peux comprendre. Moi-même, quand je me suis lancé, j'ai failli prendre cette direction. Parce qu'on peut être tenté, parce qu'on se dit que c'est un raccourci, parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de raisons, un manque de confiance, il y a plein de trucs qui peuvent expliquer que quand on se lance, on est tenté de faire ces trucs. Maintenant, il y a quelque chose qui me dérange, c'est si jamais vous n'amenez pas ce que vous promettez à vos clients. Et c'est sur ce sujet que j'aimerais mettre le doigt et mettre toute votre attention. En fait, que vous fakez quelque chose, que vous fassiez croire aux gens quelque chose, pour vendre vos services. Si vous apportez quelque chose de positif à vos clients, franchement, c'est pas que je vois pas le problème, mais à la limite, tant mieux. Si demain, vous mentez aux gens, que les gens font appel à vos services, et que vous avez de vraies compétences, et que vous amenez de vrais résultats à vos clients, franchement, tout le monde est content, finalement. Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui utilisent ce fameux fake it until you make it n'ont pas les réelles compétences et vont vendre des offres parfois même très chères à des gens et ne vont pas assurer les résultats qu'ils avaient promis à la base, et on va se retrouver avec des clients qui vont être pas contents, des clients qui vont être déçus, et ça, en quoi c'est problématique ? C'est problématique parce que de 1, vous vendez des trucs à des gens qui sont pas satisfaits, et de 2, en fait, vous allez, et ça c'est un conseil pour vous et non pas pour vos clients, vous allez tuer votre réputation à long terme. Et il n'y a rien sur Internet de plus important que la réputation. C'est pour ça que moi, ce que je vous recommande, c'est de rester dans votre cadre de compétences. Demain, si vous vendez une formation sur Instagram, que vous avez 500 ou 1000 abonnés, ne vendez pas une formation comment gagner 10 000 ou 100 000 abonnés sur Instagram. Même si peut-être vous imaginez que vous avez les compétences. Vendez une formation comment avoir 1000 abonnés sur Instagram. C'est très bien. Vous n'avez pas besoin de vendre 10 fois plus. Vous verrez que ça va extrêmement bien marcher. Moi, la première formation que j'ai vendue sur Insta, c'était ces 1000 premiers fans sur Instagram. J'en avais à l'époque 3000 ou 3005, je crois. Et ça a cartonné, ça a trop bien marché. Et il n'y a pas besoin de faire des grosses promesses. Juste vendez des trucs que vous avez vous-même fait. Vendez des choses que vous avez vous-même testées et accompli. Et vous verrez dans 100% des cas que ça va marcher, qu'il n'y a pas besoin de promettre monts et merveilles. Et surtout, vous allez vous garantir, et c'est le plus important encore une fois, vous allez vous garantir une réputation à long terme. Et ça, croyez-moi, il y en a beaucoup qui l'ont négligé et c'est des gens qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Donc, 4e injonction, c'est la stratégie parfaite et les nouvelles opportunités. Alors là, ce sujet m'intéresse tout particulièrement. Notamment dans une ère où en fait on voit de plus en plus de pubs, et pas que des pubs d'ailleurs, mais de plus en plus de pubs, de créateurs, de formateurs, qui ne jurent que par leur propre méthode. En fait, vous allez avoir beaucoup, souvent encore une fois en publicité, de personnes qui vont vous dire « Ok, on est en 2025, et en 2025, c'est ça qui marche. En 2025, c'est les challenges qui marchent. En 2025, c'est les agences qui marchent. En 2025, c'est ce truc-là qui marche. » Et encore, si on s'arrête à ça, il n'y a pas de problème. Moi, qu'en 2025, vous dites, oui, en 2025, les réels, ça marche. Oui, ça marche. C'est le cas, c'est vrai. Et je le dis tout le temps. Maintenant, le problème que j'ai, c'est avec les personnes qui vont justement vous expliquer qu'il n'y a que cette méthode qui marche.
Et hasard de dingue, évidemment, c'est la même méthode qu'ils vont vous enseigner. Et en fait, j'ai un gros problème avec ça. Je déteste ça parce que on va essayer de vous faire croire que la nouvelle opportunité de cette année, c'est cette méthode. Donc c'est, je sais pas, les challenges, les VSL, les webinars, ce que vous voulez. Et que tout le reste, donc si je vends des webinars, je vais vous dire, ok, les webinars, c'est le nouveau truc qui marche. Tout le reste, VSL, page de vente, machin, petit tunnel, gros tunnel, offre high ticket, tout le reste, ça ne marche plus. Et on va essayer de vous expliquer par A plus B plus C plus D que ça marche pas, qu'il y a que ce truc qui marche. Et voilà, hasard de dingue, encore une fois, c'est ce que je vends. Et en fait, je ne peux plus, littéralement, je ne peux plus de cette injonction. Cette injonction, elle m'énerve. De un, parce que c'est de la mauvaise foi. Parce qu'on le sait très bien, toi et moi, que le reste marche encore, mais c'est juste pour vendre ton produit. Et de deux, en fait, vous allez vous retrouver, et je le sais parce que je reçois des messages comme ça tous les jours, moi-même je suis passé par là il y a très longtemps, vous allez en fait croire en ces stratégies et adapter par défaut des méthodes qui ne vous correspondent pas. Et vous devez comprendre un truc primordial aujourd'hui, c'est que toutes et absolument, je vais le répéter, toutes et absolument toutes les méthodes fonctionnent. Monter un business qu'avec des réels, ça marche. Monter un business sans Instagram, ça marche. Monter un business avec un podcast, ça marche. Monter un business sans pub, ça marche. Monter un business avec de la pub, ça marche. Monter un business que par mail, ça marche. Monter un business de tunnel de vente, ça marche. Un business de high ticket, ça marche. Un business de low ticket, ça marche. Tout fonctionne. Il y a juste à regarder tous les entrepreneurs dans le business en ligne qui font de l'argent et voir la pluralité de modèles, de business models qui sont employés, de méthodes qui sont employées. Et le problème, quand vous croyez à ces injonctions, que vous êtes convaincu qu'elles sont réelles et que c'est finalement cette nouvelle méthode qui fonctionne, c'est que vous allez vous cantonner bien souvent à un truc qui ne vous correspond pas. Et qu'est-ce qui fait marcher les entrepreneurs sur Internet quand toutes les méthodes fonctionnent ? C'est qu'ils choisissent une méthode qui leur convient. Pourquoi moi je crée du contenu et pourquoi je ne fais pas de la prospection ? Pas parce que la prospection ça marche pas, la prospection ça marche très bien. Juste parce que j'aime pas. Parce que j'aime pas, c'est pas dans mon ADN, je déteste me faire prospecter, donc je vais pas en faire. Moi, j'aime créer du contenu. Eh bien, j'utilise la stratégie de contenu. Demain, vous détestez, je sais pas, faire des appels de vente, vous prendre la tête avec des gros produits, des coachs et tout. Eh bien, vendez des offres low ticket, vendez des produits pas chers. Et ça marche très bien. Par contre, à l'inverse, si vous êtes vraiment dans le relationnel, que vous voulez accompagner un à un vos clients, que vous voulez leur fournir le meilleur service du monde avec des milliers de coachs, d'appels, de machins, de trucs, et que vous n'avez pas envie d'avoir une grosse audience, eh bien vendez du high ticket. Et ça marchera très bien. Donc, je ne peux plus littéralement avec cette injonction. Comprenez aujourd'hui que tout fonctionne, qu'évidemment, il y a des tendances, je le répète, je le redis, tout n'est pas noir ou blanc. Il y a des tendances, il y a des trucs qui ont le vent un petit peu plus en poupe que d'autres, etc. Mais dans le fond, tout marche. Et ne croyez pas que si demain Jean-Michel Publicité vous dit qu'il n'y a que la VSL qui marche et que tout le reste ne marche pas, voilà, sachez que c'est faux. Et que derrière, il va souvent vous vendre une formation sur la VSL. Mais en tout cas, voilà, tout fonctionne, juste trouvez des modèles qui vous correspondent et vous allez très bien vous en sortir. 5e injonction. On reste dans cette thématique, donc je pense que, évidemment, ça va aller un peu plus vite. Mais en fait, c'est la même plus ou moins injonction, non pas sur les modèles, mais beaucoup plus sur le contenu. Parce que, en fait, on se retrouve un peu avec exactement le même truc sur les contenus. Sur les contenus, on va avoir des gens qui vont vous dire si vous ne faites pas de short, eh bien finalement, ça ne va pas marcher. Donc, même principe, les shorts, c'est l'avenir. Vous devez vous mettre aux shorts. Il n'y a que les shorts qui marchent et le reste, ça ne marche pas. Et en fait, voilà, c'est juste le même argument, mais niveau contenu. Comprenez que, même principe, vous pouvez monter un business avec du contenu court, sans contenu court, avec des vidéos YouTube, sans vidéos YouTube, avec des podcasts, sans des podcasts, avec des formats longs, sans formats longs, avec des newsletters, sans newsletters. Juste, encore une fois, ne vous cantonnez pas à un modèle de réussite idyllique, en mode il n'y a que ce modèle qui marche. Tous les modèles marchent, tous les entrepreneurs l'ont prouvé. Juste, même principe, trouvez des modèles qui vous correspondent, créez du contenu qui vous parle, créez du contenu que vous aimez consommer, et vous verrez que dans la majorité des cas, ça va marcher. Injonction numéro 6, tout le monde est fait pour entreprendre. Alors, spoiler, non.
tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. On retourne et on retrouve, encore une fois, cette injonction, très souvent parce que on va essayer de vous convaincre que le salariat, c'est de la merde, que l'entrepreneuriat, c'est le meilleur truc du monde et que tout le monde devrait devenir entrepreneur parce que je ne sais quoi. Non, voilà, je vous le dis, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Entreprendre, ça demande d'accepter beaucoup de responsabilités, beaucoup de charge mentale, beaucoup de stress. Ça demande, en fonction évidemment du business qu'on monte, d'endosser certains rôles. Ça demande de gérer de l'administratif, croyez-moi, qui fait mal à la tête. Bref, il y a énormément de contraintes qui viennent avec, et aussi, il faut en parler, les avantages de l'entrepreneuriat. Mais vous devez comprendre aujourd'hui que non, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre. Et j'aimerais vous parler d'un phénomène, d'un truc que j'ai trouvé assez intéressant, dont on a parlé la dernière fois avec Jess. C'est ce que j'ai appelé la timeline de l'entrepreneuriat. Alors vous allez comprendre. En fait, je trouve que dans la vie, et surtout sur Internet, on a tendance à toujours opposer les choses. Noir ou blanc, je sais pas, mer ou montagne, enfin bref, avoir ce truc de dire, non, ou c'est comme ça, ou c'est comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'éléments dans la vie qui sont beaucoup plus nuancés que ça, avec du gris clair, du gris foncé, du gris normal. Et c'est exactement pareil avec l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, la timeline de l'entrepreneuriat, je la situe à 4 niveaux différents. Et c'est pas un niveau au-dessus de l'autre, comme une pyramide où il y en a un qui est plus important ou quoi que ce soit. Non, c'est plutôt les uns à côté de l'autre, comme une sorte de frise chronologique. On va avoir tout à gauche le salariat, ok ? Le salariat avec ses contraintes de salariat, c'est-à-dire très souvent vous n'êtes pas libre parce que vous êtes salarié, vous devez aller au bureau même si vous avez un peu de télétravail et tout machin, vous êtes plafonné de vos revenus, blablabla, blablabla. Et aussi, en plus des contraintes, il y a des avantages, pardon. Forcément, le salariat, ça a certains avantages. On ne peut pas omettre le contraire. Vous n'avez pas de charge mentale, vous rentrez du taf, c'est terminé. Vous êtes sûr demain, ou presque sûr en tout cas, d'avoir un salaire. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête sur comment on innove, etc. Enfin, vraiment, vous faites vos tâches, c'est fini. À côté de ça, donc, tout à gauche, on a le salariat. Tout à droite, on va plutôt faire dans ce sens-là, on a l'entrepreneuriat. C'est-à-dire la personne qui monte une entreprise. Et là, souvent, les contraintes et les avantages sont inversés. Donc l'entrepreneur, il va avoir du temps libre, il va avoir un plafond de revenus qui est illimité, il va avoir une liberté géographique en fonction du business, etc. Évidemment, je vous mets une parenthèse, mais ça dépend beaucoup du business model, croyez-moi, et du business. Et il y a les contraintes qui vont avec. Les contraintes, souvent, c'est les contraintes opposées, forcément, au salariat. Et en fait, entre les deux, il y a plein de trucs. Entre l'entrepreneur et le salarié, il y a par exemple l'intrapreneur. L'intrapreneur, c'est un terme pour définir quelqu'un qui est salarié et qui adore cette position et sans doute très souvent qui adore son métier. Mais c'est le salarié qui va, sans doute que vous en connaissez, moi j'en ai connu dans ma vie, même si j'étais très peu salarié d'ailleurs, c'est le salarié plus. C'est-à-dire c'est le salarié, mais qui ne se contente pas juste d'aller au taf et de rentrer chez lui. C'est le salarié qui, il est là pour avoir des primes, il est là pour essayer de monter au sein de la boîte, il est pris dans les projets, il a envie de proposer des choses, il est force de proposition. Souvent, alors souvent, ça marche souvent dans les petites boîtes, ça. Après aussi dans les grandes, mais souvent c'est quelqu'un qui va justement vouloir faire partie intégrante de l'entreprise, plus que juste j'arrive, je fais mes petites tâches et je rentre chez moi. Et donc ça, en fait, c'est, encore une fois, est-ce que c'est du salariat de l'entrepreneur ? Je sais pas, mais juste, c'est du salariat plus. C'est du salariat qui se dirige un peu vers l'entrepreneur. Après ça, vous avez le freelance. Le freelance qui est un entrepreneur, encore une fois, indépendant, parce qu'il a un statut de micro-entrepreneur ou d'entrepreneur, mais c'est encore différent de l'entrepreneur qui va monter son business, c'est-à-dire qui va vendre des produits ou des services, et qui va devoir affaire à constamment des clients. Parce que l'indépendant, ça va encore une fois dépendre donc, du type de freelance que vous êtes, mais le freelance, par exemple, qui est monteur vidéo, il a des contrats de montage, donc il a 2-3 contrats de montage récurrents tous les mois, eh bien, il va se situer, encore une fois, un petit peu à gauche de l'entrepreneur, parce que c'est beaucoup d'avantages qu'ont les entrepreneurs, mais légèrement différents.
avec des inconvénients légèrement différents aussi, parce que vous n'avez pas besoin de trouver constamment de nouveaux clients, mais vous êtes peut-être un peu moins libre, vous êtes peut-être plafonné en termes de revenus, mais c'est beaucoup plus stable. Et donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, c'est beaucoup plus complexe que juste les salariés versus les entrepreneurs. Les entrepreneurs, c'est mieux, les salariés, c'est nul, et tout le monde peut être entrepreneur et on vit dans le monde des bisounours. Non, c'est, en fait, à droite, vous avez les entrepreneurs avec leurs contraintes, et je pourrais d'ailleurs mettre tout à droite, entrepreneur physique, et un peu à gauche, entrepreneur en ligne, enfin bref. Mais vraiment, il faut comprendre que, voilà, il y a une timeline géante, et c'est à vous de vous situer sur cette timeline. Et je vais aller au-delà, c'est aussi des choses qui peuvent évoluer en fonction de vos moments de vie. Peut-être que le jour où vous allez avoir des enfants, vous voudrez peut-être passer d'entrepreneur à freelance parce que vous voulez plus vous prendre la tête avec les projets, réfléchir constamment aux nouveaux trucs à lancer, machin, et juste, moi je veux en fait avoir des clients, eux me disent quoi faire, moi je fais, j'exécute, mais en même temps je suis libre. Et donc il y a aussi ce phénomène-là, en fonction de vos besoins actuels, de vos instants de vie, de ce que vous aimez. Et encore une fois, l'un n'est pas mieux que l'autre, c'est juste que ça correspond à des périodes de vie différentes, à des gens différents. Moi, je connais des entrepreneurs qui sont retournés salariés parce qu'ils préféraient. Je connais des salariés qui ont arrêté, qui sont devenus entrepreneurs et à qui ça convient très bien. Des freelances qui ont fait un peu les trois pas en même temps, mais qui ont fait salarié, puis freelance, puis entrepreneur, puis retour freelance. Juste, comprenez ces différents phénomènes. Injonction numéro 7, injonction suivante. Si mon chiffre d'affaires diminue, c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, tout s'arrête, je vais mourir. Non. De 1, vous n'allez pas mourir. De 2, ce n'est pas la fin du monde. Et de 3, vous n'êtes pas moins bon, vous n'êtes pas moins compétent, vous n'êtes pas moins quelque chose en fait. Si vous n'avez pas lu mon bilan 2024, je vous le mets juste en dessous, j'ai rédigé et envoyé un long mail à mon audience que j'ai mis sur un site hébergé et accessible que vous pouvez lire. Et vous allez voir, en gros en 2024, j'ai perdu 20% de chiffre d'affaires. Donc j'ai eu moins 20% de chiffre d'affaires dans mon business. Mais le chiffre d'affaires, en fait, ça veut dire quoi ? Ça reflète quoi le chiffre d'affaires ? Ça reflète l'argent que vous avez gagné cette année. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a plein de distinctions qu'on peut faire en fait par rapport au chiffre d'affaires, au bilan financier. La première distinction, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et la marge nette. J'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast que je vous invite à aller écouter. On parle de marge nette avant impôt. C'est l'argent qui nous reste une fois qu'on a dépensé les dépenses. On a fait les dépenses inhérentes au développement de notre business pour le faire tourner. Et en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui vont un peu s'extasier devant leur chiffre d'affaires. Ils vont se dire, trop bien, cette année j'ai fait plus 30%, 40%, 50%, 100%, 200%, mais qui ne vont pas calculer leur marge nette. Et croyez-moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font x2 sur une année, 200%, mais qui font x2 aussi en termes de dépenses. Parce que on veut faire gonfler notre ego, on veut gagner plus d'argent, donc on recrute plus d'équipes, donc on vend des produits plus chers, mais il nous faut des closers, alors on paye les closers, et puis on paye l'agence, et on paye le machin, et on paye le truc. Et à la fin, on fait pas 100 000, mais 200 000, sauf qu'on a beaucoup plus de dépenses. Et donc, en marge nette, il nous reste 100 000. La même chose que l'année dernière. Donc, même si vous avez fait le même ça, pas le même ça, un peu moins, un peu plus, faut aller raisonner au-delà et réfléchir à ça. Deuxième distinction qu'il faut faire, c'est la distinction entre le chiffre d'affaires, la marge nette du coup plutôt, et la valeur totale, j'en parlais encore une fois dans mon mail, de votre patrimoine, de ce que, entre guillemets, vous valez. Attention, je mets des gros guillemets là-dessus, de votre patrimoine général. Parce que, je vous prends mon exemple cette année. Cette année, mon business de formation a fait moins 20%. Normal. Et j'ai lancé un autre business à côté, un studio de tournage, qui fait aujourd'hui entre 5 à 6 000 euros par mois. Donc, que je n'ai pas rentré dans l'équation du chiffre d'affaires. J'ai acheté 4 appartements d'une valeur totale d'un demi-million d'euros. Donc, encore une fois, ça ne rentre pas dans l'équation. Et j'ai mes investissements financiers qui ont fait quasiment 350%. Donc, c'est important aussi de dire, ok, combien j'ai fait avec mon business, mais d'avoir une vision beaucoup plus macro quand vous commencez à avoir différentes activités, parce que c'est ça qui compte réellement. McDo, demain, quand ils font leur bilan de fin d'année, je ne sais pas s'ils font des bilans, mais ils ne vont pas regarder combien génère le McDo de New York. Ils vont regarder combien fait McDo sur une année. Mais pas juste les McDo, la vente. Non, ils vont regarder combien fait McDo, donc la vente des sandwichs, des machins. Ils vont regarder combien ils ont fait en immobilier. Ils vont regarder combien ils ont vendu de produits dérivés. Et en fait, ils réfléchissent au niveau du groupe.
et je trouve que c'est une réflexion beaucoup plus intelligente quand vous commencez évidemment à avoir différentes activités. Troisième distinction importante, c'est, et encore une fois une distinction qu'omettent beaucoup d'entrepreneurs, c'est la distinction de CA, marge nette, encore une fois, réfléchissez par rapport à ça, et temps de travail. Vous avez fait x2 cette année, super. Mais vous avez aussi doublé votre temps de travail. Donc oui, vous avez gagné plus d'argent. Mais vous n'avez pas été beaucoup plus prolifique, productif, parce que vous avez juste travaillé 2 fois plus. Et pareil, autre exemple, vous avez perdu 5%, 10, 20% du chiffre d'affaires, mais vous avez travaillé 50% en moins. Donc si on prend le prorata de votre taux horaire, vous avez gagné, vous avez fait plus 30 ou 40%. Donc encore une fois, distinction importante. Et dernière distinction, que j'aurais d'ailleurs peut-être dû mettre en premier, parce qu'en fait c'est la plus importante, c'est la distinction sur votre niveau de bonheur et votre vie de manière générale. Il faut comprendre que la décroissance n'est pas opposée au succès. C'est pas parce que demain vous faites moins 10%, moins 15%, moins 20% que vous n'êtes pas successful, que vous n'avez pas réussi. Parce que oui, il y a l'aspect financier, l'aspect monétaire, mais il y a des choses beaucoup plus importantes dans la vie. Votre bonheur, vos relations, votre santé physique, votre santé mentale. Donc même si cette année vous avez fait 20% en moins sur votre chiffre d'affaires, si vous êtes 2 fois plus heureux, si vous avez accompli des choses personnelles, si vous avez voyagé, si vous êtes plus libre, si vous avez trouvé l'amour, si vous êtes dans des bonnes relations amicales et familiales, est-ce que vraiment c'est une fin en soi d'avoir perdu 20% de chiffre d'affaires ? Il faut vraiment sortir de ce raisonnement micro en mode ma valeur personnelle et ce que je vaux moi aujourd'hui et mon niveau de réussite est corrélé à mon évolution du chiffre d'affaires. Vous pouvez perdre en chiffre d'affaires et pour autant mieux réussir votre vie. Je répète, vous pouvez faire moins de chiffre d'affaires et pourtant mieux réussir votre vie. C'est très important de comprendre ça et sortir de cette injonction de « ça y est, je fais moins de CA, j'ai moins de valeur, j'ai perdu la partie ». Injonction numéro 8, si tu n'as pas d'offre high ticket à 4 ou 5 chiffres, tu te sous-évalues. Alors, on a parlé déjà des différentes méthodes, mais là, je voulais revenir un peu sur cette injonction du prix. Cette injonction du prix, donc j'ai mis une offre high ticket, mais prenez ça comme vous voulez, si vous êtes freelance, c'est votre taux horaire ou que sais-je. En fait, j'en ai marre de cette injonction parce que les gens font directement la corrélation entre ce que vous vendez, c'est-à-dire ce que vous vendez en termes de temps, etc., de montant, si encore une fois vous êtes freelance, c'est votre taux horaire, et la valeur que vous avez de vous-même. Et j'en ai marre qu'on fasse croire aux gens que la perception qu'ils ont d'eux-mêmes, la valeur qu'ils ont d'eux-mêmes, soit corrélée au prix de leurs produits et de leurs services. Vous pouvez aujourd'hui avoir une haute estime de vous, une haute valeur de vous, une très haute valeur de ce que vous êtes prêt à apporter aux gens de tout ça, et quand même vendre des produits low ticket. Pourquoi ? Parce que votre stratégie de pricing, c'est pas quelque chose qui doit être corrélé à la vision que vous avez de vous-même. C'est quelque chose... en fait, tout est dans le nom, tout est dans le titre. C'est une stratégie de prix. Votre stratégie de prix, c'est une stratégie marketing qui a un impact sur votre business model général. Parce que, croyez-moi, vendre une offre high ticket, c'est pas juste rajouter 3 0 ou 2 0 ou 1 0 à son offre. C'est créer une offre plus conséquente. C'est intégrer beaucoup plus de valeur dans son offre, donc des coachs, des appels, des machins, des trucs. C'est vendre l'offre plus difficilement, donc mettre des closers, des setters, etc. C'est aussi avoir des taux de conversion peut-être plus faibles, et donc avoir plus de monde, donc peut-être faire de la pub, et aussi payer une agence. Enfin bref, des exemples comme ça, j'en ai plein. Je connais beaucoup de personnes qui se sont mis à vendre des offres étiquettes, qui font machine arrière parce que c'est pas du tout ce qu'ils voulaient comme business model. Donc vraiment, je vous invite à avoir cette réflexion et sortir de cette injonction de vous dire, mais en fait, je choisis mes prix d'offres, de services, de produits, que sais-je, pas du tout en fonction de comment je m'estime ou comment je me valorise, mais plutôt d'un point de vue stratégique, avec une vraie réflexion de vous dire, ok, voilà les prix que je veux décider de mettre, voilà ce que ces prix impliquent en termes d'efforts marketing, en termes de stratégie, en termes de coûts d'acquisition, de toutes ces choses-là, et c'est juste ça, c'est juste ça. Donc sortez de ce moule-là, sortez de cette croyance de, encore une fois, tout ce que vous voyez passer en pub. Vous devez vendre du étiquette, sinon vous ne valorisez pas votre temps.
Sinon, votre client, en fait, ça veut dire que vous ne le respectez pas parce qu'il ne va pas passer à l'action. Non. Moi, j'ai des clients qui passent beaucoup plus à l'action sur des offres à 100 euros que sur des offres à 1000 euros. Donc, ça ne veut rien dire. Juste, faites ce qui vous plaît. Faites ce qui matche avec vos envies, ce qui matche avec votre vision. Dernier point, dernière injonction, et non des moindres. Devenir viral, c'est trop bien. Devenir viral, c'est trop bien. Ça, c'est le plus gros bullshit ever. C'est le plus gros bullshit ever, malheureusement, pour moi. Je pense que vous n'arriverez pas à admettre ce phénomène, ou vous arriverez plutôt à l'admettre que le jour où ça vous arrivera. Donc, je vous aurais prévenu, vous allez voir que le jour où vous allez avoir un contenu qui va partir viral, alors attention, c'est un phénomène qui est beaucoup plus vrai sur les formats courts. C'est-à-dire qu'en fait, plus le format est court, plus ce phénomène est vrai. Plus le format est long, moins ce phénomène est réel. Pourquoi ? Il faut comprendre que sur les formats courts, le viral part très vite. Très vite. On s'entend, mais vous pouvez faire des vidéos à 300 000, 500 000 vues, 1 million de vues, etc. Et en fait, beaucoup de personnes voient ça comme un truc successful, en se disant trop bien, je suis viral, ça y est, je suis vu par plein de personnes. Sauf que le retour de bâton de ce phénomène-là, c'est quoi ? Très souvent, de 1, c'est une hypercroissance qui est non qualifiée. Très souvent, dans la majorité des cas, en fait, tous les gens qui voient passer votre contenu, c'est des gens qui ne sont pas du tout intéressés par vos offres ou ce que vous avez à vendre. Deuxièmement, ça induit derrière vous une création qui est biaisée. Parce que vous allez vous dire, waouh, je fais 2 millions de vues avec ce post, vas-y, je vais refaire un truc similaire. Et on commence à rentrer dans le cercle vicieux de créer pour les vues et de plus créer pour l'audience et de plus créer des choses qui nous parlent vraiment et qui aident vraiment les gens. Troisième phénomène, on peut littéralement venir bousiller en fait nos chiffres. J'ai vu passer ça sur beaucoup de comptes, des comptes que j'ai analysés, des gens que je connais, qui en fait avaient un bon engagement, une bonne audience, toute petite au début, toute petite on s'entend, mais 1000, 2000, 3000, etc. Donc comme une bonne audience, mais ils ont posté un truc viral, ils sont montés à 16, 17, 18, 20 000, 25 000 abonnés, et destruction totale de l'engagement. Parce qu'en fait, tous les gens qui se sont abonnés se foutent du compte, se foutent du contenu, donc n'interagissent pas. Donc Instagram considère qu'en fait, quand vous postez un truc, c'est pas intéressant vu que personne n'interagit en proportion de votre audience. Et en fait, vous étiez mieux avant. Et très souvent, et c'est ce qui explique beaucoup de gens qui reprennent des comptes de zéro, c'est parce qu'en fait, on veut repartir avec cette petite communauté soudée. Donc, il faut trouver le juste milieu entre la croissance et l'hypercroissance. Et encore une fois, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont une très forte communauté, une très grosse audience et qui pourtant font beaucoup moins d'argent que des gens qui ont 2, 3, 4 000 abonnés sur Instagram par exemple ou d'autres plateformes, juste parce qu'en fait l'hypercroissance ça ne fait pas tout et c'est une injonction de croire que devenir viral c'est un goal ultime et c'est le truc que vous devez faire. Au contraire, vous devriez plutôt vous concentrer sur le fait de développer lentement une audience qualifiée qui s'intéresse réellement à ce que vous faites. Donc on a couvert pas mal d'injonctions business. J'en avais d'autres sous le coude, mais ce sont en tout cas les injonctions, à mon sens, les plus parlantes. J'espère en tout cas vous avoir appris certaines choses. J'espère que vous allez de cette façon voir ces injonctions différemment et agir différemment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer, ça m'aiderait énormément. Si vous voulez vous procurer mon livre, qui couvre tous ces aspects aussi de développement de business, d'audience, de créer du contenu qui part du cœur, et surtout de créer un business en ligne au service de sa vie, il y a le lien de mon livre juste en dessous dans la description. Je vous remercie comme d'habitude d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao.